Bonsoir à tous, bienvenue au journal international. Au sommaire de cette actualité, les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine au point mort. Malgré les espoirs, les négociations prévues à Istanbul entre Kiev et Moscou tournent court avant même d'avoir commencé en raison de l'absence des principaux dirigeants. À Abidjan, le procès entre Valérie Yapo et Tidiane Thiam relance le débat sur la légalité de son élection. Réélu à la tête du PDCI, Tidiane Thiam voit sa nationalité et la validité de son mandat contestée. L'affaire, marquée par des vifs échanges juridiques, est mise en délibéré pour le 22 mai. Les sénateurs de la République démocratique du Congo se sont réunis jeudi 15 mai pour examiner une demande de levée d'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé de complicité avec la rébellion AFC M23. Cette procédure vise à permettre d'éventuelles poursuites judiciaires contre lui. En RDC, une commission sénatoriale a été créée pour examiner le dossier explosif visant l'ancien président Joseph Kabila, également sénateur à vie. Cette décision fait suite à un réquisitoire de l'auditeur général des FARDC, élu au Sénat, accusant Kabila de trahison, d'intelligence avec l'ennemi, de participation à un mouvement insurrectionnel et de crimes de guerre. Selon ces documents, Kabila aurait été en contact avec Corneille Nangaa, chef du mouvement rebelle AFC M23, pour évoquer un plan contre le président Félix Tshisekedi. L'objectif aurait été de le renverser par un coup d'État. Un témoignage clé d'un ancien proche de Nangaa actuellement emprisonné appuie ces accusations. La commission parlementaire devra éclaircir les zones d'ombre, notamment sur la procédure à suivre pour une éventuelle levée de l'immunité de l'ancien chef de l'État. Une démarche qui, selon certains sénateurs, nécessite l'autorisation du Congrès. Le mercredi 14 mai, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale a décrété une trêve à Kinshasa après de violents affrontements entre milices survenus depuis la soirée du lundi 12 mai. L'ONU, jugeant la situation alarmante, appelle toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour maintenir cette trêve et la renforcer par le dialogue. Le calme est revenu à Tripoli ce jeudi 15 mai après 3 jours de violents affrontements. Si quelques commerces ont rouvert, la majorité des établissements restent fermés par prudence. L'aéroport est toujours hors service. Les combats déclenchés le 12 mai ont opposé des milices à l'armée, causant entre 6 et 8 morts selon des sources non confirmées par les autorités. Le déclencheur, l'assassinat d'Abdel Ghani Al-Kikli, chef d'une milice pro-gouvernementale dans une embuscade lors d'une médiation. Le gouvernement d'union nationale a lancé une vaste offensive contre les groupes armés. Le premier ministre Deiba y voit une étape décisive vers la fin des milices à Tripoli. Il a dissous plusieurs d'entre elles, dont la puissante force Rada, ce qui a provoqué des protestations populaires. Amnesty International a appelé à poursuivre les responsables de crimes. Le 15 mai, la Libye a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes commis depuis 2011 jusqu'en 2027. En Côte d'Ivoire, le procès opposant Tidiane Thiam, leader du principal parti d'opposition, à Valérie Yapo, militante du PDCI, contestant son élection à la tête du parti en 2023, s'est poursuivi jeudi 15 mai avec les plaidoyeries des avocats. Le jugement a été mis en délibéré au jeudi 22 mai. En Côte d'Ivoire, le procès qui oppose Valérie Yapo, une militante de longue date du PDCI, à Tidiane Thiam, tout juste réélue la veille à la tête de la principale formation d'opposition ivoirienne, s'est tenu ce jeudi 15 mai à Abidjan, permettant à chaque partie de défendre son point de vue pendant les plaidoiries. Le cœur de l'affaire repose sur l'exclusion temporaire de la plaignante décidée par le conseil de discipline du PDCI. Contestant la légalité de l'élection de Tidiane Thiam à la présidence du parti le 22 décembre 2023, elle remet par conséquent en question également tous les organes mis en place par celui-ci au sein de la formation. S'appuyant notamment sur l'article 48 du Code de la nationalité, Valérie Yapo affirme que Tidiane Thiam ne pouvait pas à l'époque être élu à la tête du PDCI, dont les statuts stipulent qu'il ne peut être dirigé que par un Ivoirien parce qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment du congrès. Relevant par ailleurs l'absence d'un certificat de nationalité française dans ce dossier, l'avocat de Valérie Yapo rejette également l'argument selon lequel Tidiane Thiam serait né français. De son côté, la défense, qui rappelle que les sanctions contre Valérie Yapo ont récemment été levées, souligne qu'en ce qui concerne la nationalité de Tidiane Thiam, seul le procureur de la République peut analyser ce type d'action judiciaire et que celui-ci, ayant par ailleurs démissionné de la présidence du PDCI en début de semaine, toutes les demandes sont sans objet.
Communiqué par écrit au tribunal la semaine dernière, les réquisitions du parquet n'ont pas été dévoilées au cours de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 22 mai. Initialement prévu ce jeudi 15 mai à Istanbul, les pourparlers entre Russes et Ukrainiens devraient finalement se tenir en format trilatéral ce vendredi 16 mai. Toute la journée, les insultes ont fusé entre les deux camps. Volodymyr Zelensky accusant la délégation russe envoyée à Istanbul de factus, Moscou répliquant le traitant de clown. Finalement, dans la soirée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a acté ce qui était devenu une évidence au fil des heures. Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine ne débuteraient pas ce jeudi comme attendu et sont déjà mal engagés. Les États-Unis n'ont pas de grandes attentes quant à ce qui se passera vendredi, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, et reconnaissant que la représentation russe n'était pas au niveau espéré. Pourtant pressé de toutes parts à se rendre sur les rives de Bosphore, Vladimir Poutine a préféré envoyer des vice-ministres conduits par son conseiller Vladimir Mendeski. Celui-ci a déclaré lors d'un briefing télévisé depuis Istanbul attendre la partie ukrainienne demain matin, littéralement, à partir de 10h. Volodymyr Zelensky ne sera pas non plus de la partie, considérant que puisque son homologue russe ne venait pas, il n'avait pas à y être. C'est donc son ministre de la Défense, Rustem Umerov, qui amènera la délégation ukrainienne. Mais des avancées sont si incertaines qu'une source au ministère turc des Affaires étrangères a affirmé dans la soirée que des négociations trilatérales étaient à l'ordre du jour vendredi, en lieu et place des pourparlers russes-ukrainiennes. Elles devraient réunir d'une part les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie, et d'autre part la Russie, l'Ukraine et la Turquie. Aucun rendez-vous à 4 n'était pour l'heure envisagé. Volodymyr Zelensky avait toutefois indiqué que les négociateurs ukrainiens étaient mandatés pour négocier un cessez-le-feu. Pour sa part, Volodymyr Mendeski a martelé que son pays considérait que les nouveaux pourparlers devaient s'inscrire dans la suite des négociations bilatérales avortées de 2022. Il a rassuré être prêt à de possibles compromis sans les détailler et précisé que sa délégation avait toutefois les prérogatives pour prendre des décisions. La tournée de Donald Trump dans le Golfe s'est achevée ce jeudi 15 mai aux Émirats arabes unis après des étapes en Arabie saoudite et au Qatar. Une visite marquée par la signature des contrats pharaoniques, un geste d'ouverture envers la Nouvelle-Syrie, mais aussi par la polémique autour des avions offerts par le Qatar et des décisions controversées. Donald Trump a qualifié de tournée historique sa visite de 3 jours dans le Golfe, marquée par la signature de contrats massifs dans l'armement, l'aviation de l'intelligence artificielle totalisant des milliers de milliards de dollars. Les Émirats ont promis 1400 milliards d'investissements, l'Arabie saoudite 600 milliards dont 142 en armement et Boeing a décroché une commande de 96 milliards au Qatar. Sur le plan diplomatique, Trump a surpris en levant des sanctions contre la Syrie et en rencontrant le président de la transition syrienne, Ahmed El-Shara. Ce geste marque un tournant, mais suscite interrogation. La visite a aussi été entachée de polémiques aux États-Unis, notamment autour d'un avion offert par le Qatar, critiqué par des élus des deux camps pour ses implications éthiques. Enfin, Israël a été irrité par cette tournée. Trump a ignoré son allié traditionnel, engagé des discussions avec l'Iran et les Houthis et signé des accords sensibles avec des pays arabes sans condition de rapprochement avec Israël. Mesdames et messieurs, c'est avec la tournée de Donald Trump que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur Tchad Info et ses différentes plateformes.